Bienvenue sur La Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Hello Anne, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir dans ce nouvel épisode de La Caille. On s'est rencontrés via le fameux réseau Instagram. Anne, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Juliette, merci beaucoup de m'inviter. C'est un plaisir d'avoir cette conversation avec toi après avoir suivi le travail de La Caille sur Instagram. Aujourd'hui, je vais très bien et je suis très excitée pour cette conversation. Super, nous aussi on est très excités parce que ça fait un moment qu'on te suit et ça fait un moment qu'on essaie de planifier cette interview et on espère que ça plaira à nos éditeurs. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter pour la communauté, s'il te plaît? Pour cet épisode, je vais me présenter comme Anne, qui est une storyteller. Je raconte des histoires et c'est pour ça que tu m'as découvert sur Instagram. Je raconte des histoires à travers les plateformes des réseaux sociaux. Je montre la vie en Haïti. J'aime bâtir des communautés. J'aime commencer beaucoup de conversations importantes au sein de la communauté haïtienne. Et c'est en tant que telle que je suis là aujourd'hui. Wow! Et il faut savoir que lorsqu'on t'a découvert vers les zones 2020-2021, dans une de tes publications, on a remonté vraiment le fil pour véritablement voir, tu disais que tu es haïtienne avec la lettre H en lettre capitale. Ça nous a fait sourire. Ma première question est la suivante. Est-ce que c'est ta manière à toi d'exprimer ta fierté d'être haïtienne? Oui, je dirais que c'est une façon pour moi d'affirmer que je suis haïtienne et aussi de rappeler aux gens de ma communauté qu'ils peuvent être fiers d'être haïtiens. Souvent, à cause de tout ce qui se passe dans le pays, le contexte sociopolitique fait que on peut penser que notre identité est rattachée à ce qui se passe en ce moment dans le pays, mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. On a une histoire, on a une culture qui fait de nous ce que nous sommes, mais souvent, c'est comme avec ce qui se passe et le regard que les autres nations peuvent avoir sur nous en ce moment, il y a un gène une gêne qui peut venir avec ça. Et c'est toujours bon de se rappeler que ce qu'on est, notre identité, nos origines, c'est pas des choses qu'on peut vraiment changer. Et il faut en être fier, même si il y a des choses qui se passent dans notre pays qui ne nous font pas plaisir, mais ça ne devrait pas faire qu'on ait honte de dire qui on est. Wow, un beau message d'affirmation oui, d'affirmation et de son identité dans toute sa globalité. Et tu aimes partager ton amour pour la campagne, ce qu'on appelle en Haïti Andeyo. Peux-tu nous parler de la vie à la campagne et aussi quelle place que cela a pour toi dans ton cœur? En effet, j'aime beaucoup la vie de la campagne. Je ne suis pas quelqu'un qui aime trop la ville. Je sais que souvent, quand je dis ça, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi, parce que je m'adapte assez bien, mais je suis une meilleure personne quand je suis à la campagne. Pourquoi? Parce que je sens que la qualité de vie là-bas, c'est plus élevé. On respire mieux, il y a moins de bruit, tout va un petit peu plus lentement et les gens
ont cette capacité de vivre. C'est vraiment différent de la ville. Et je pense aussi, on a aussi accès avec beaucoup de choses sur le côté nutritif. On peut manger bio et les produits sont frais. Ils ne sont pas génétiquement modifiés et aussi les gens sont plus heureux. C'est comme on peut s'arrêter pour regarder les fleurs, pour regarder le ciel. Et aussi, ce qui me marque le plus dans la vie d'Andéo, c'est le fait que le sens de la communauté, c'est tellement fort. C'est comme si tu n'as pas du sel chez toi, tu peux littéralement aller chez le voisin pour lui dire qu'il te manque du sel pour que tu puisses préparer à manger. Et les gens, ils sont vraiment intentionnels. Ils font vraiment une partie active de la vie des autres. Et le train de vie est plus lent. Les gens peuvent s'arrêter pour regarder le ciel ou regarder les fleurs. Les gens ont moins de temps d'écran. Les conversations sont de très bonne qualité et aussi le sens de communauté là-bas, c'est vraiment très fort. C'est comme une grande famille qui vit dans un village. J'aime souvent prendre cet exemple où en dehors, si chez toi, il n'y a pas de sel, tu peux juste traverser chez le voisin tout près pour lui dire que tu n'as pas de sel et que tu as besoin du sel pour finir de préparer à manger. C'est pas quelque chose qui va surprendre quelqu'un. C'est pas quelque chose aussi que tu auras des problèmes ou des difficultés à faire parce que c'est tout naturel. Tes voisins sont comme ta famille et les gens de la communauté. Tout le monde connaît tout le monde. Et quand il s'agit d'élever les enfants, le commerce, toutes les différentes parties actives de la vie, c'est comme la communauté est bien impliquée là-dedans. Et c'est pour ça aussi que je sens qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup de support aussi dans la vie là-bas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources qui peuvent manquer en termes d'infrastructures, de technologie, mais je pense que c'est bien mieux pour moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup la vie en dehors. Waouh! Et dans cette continuité, peux-tu nous partager ton meilleur souvenir de la vie d'Andéo, de la vie à la campagne? Est-ce que tu as un ou plusieurs souvenirs qui t'ont marqué et qui te marqueront à vie? J'en ai plusieurs. Alors, mes deux parents, ils viennent d'Andéa. Et il y a la grande-tante de mon père qui a une maisonnette à Ravinachal, qui est dans le département de la Grand'Anse, en Haïti. Et derrière la maison, littéralement à 5 ou 6 pas de la maison, il y a une rivière. Donc, le matin, on se débarbouille à la rivière et on fait tout, pour préparer à manger. Wow. On prend de l'eau de la rivière. C'est pas une rivière, c'est un ruisseau. C'est un ruisseau. Alors, on prend de l'eau, là, on se baigne, on se débarbouille. Donc, c'est comme, on s'amuse, mais ça aussi, c'est fonctionnel. Donc, je pense pour moi, j'ai toujours ce rêve. C'est comme, ce serait un rêve d'avoir une maison comme ça. C'est comme, tu es au milieu de la nature. Tu peux utiliser cette ressource-là pour te détendre, pour subvenir à tes besoins primaires et besoins secondaires. Pour moi, c'est quelque chose qui va toujours me marquer parce que j'ai grandi dans la ville, j'ai été élevée dans la ville, mais on allait en dehors souvent. Et la première fois que j'ai visité la grande-tante de mon père, je ne voulais pas retourner. Je crois que j'avais 5 ou 6 ans. Je ne voulais pas retourner parce que se lever et avoir un ruisseau derrière chez soi, c'était un luxe que je ne pensais même pas qui pouvait exister. C'est vrai que je pouvais voir ça dans les films. Parfois, il y avait des gens qui avaient des maisons près des lacs ou près de la mer. Mais ça, avoir expérimenté ça, c'était vraiment quelque chose qui est resté avec moi. Un autre souvenir que j'ai, c'est du côté de la famille de ma mère, dans le sud, à Campérin. Il y a des groupes de dames qui sont des gens d'église et qui se réunissent régulièrement toutes les semaines. Et quand elles se réunissent, elles vont chez quelqu'un et elles aident la personne. Si la personne est en train de récolter du pois, par exemple,
elles vont ensemble, elles récoltent le bois, elles s'asseyent ensemble et elles font le triage. Elles parlent, elles chantent, elles prient ensemble. Et vraiment, c'est quelque chose qui fait que je sens que si c'est quelque chose qu'on garde, on va jamais se sentir seul vraiment quand on vit dans une communauté pareille avec une dynamique telle. En tout cas, tu nous fais voyager, hein, tu me fais voyager. Merci beaucoup de partager ces souvenirs aussi qui sont intimes, qui sont liés à ta vie. Et on va continuer sur une petite question qu'on t'avait posée en 2021. On t'avait posé la question, qu'est-ce que tu aimes le plus en Haïti? Et tu avais répondu par écrit, je cite, il m'est difficile de choisir une seule chose que j'aime d'Haïti. Elles sont tellement nombreuses. Je vais dire que j'aime le fait que nous ayons des terres hautes et de grandes plaines qui s'étendent jusqu'à la mer. Je ne me lasse jamais de ce tableau formidable. Voilà ce que tu nous avais écrit, ça nous avait beaucoup touché également et on aurait aimé aussi voir le spectacle devant nous. Peux-tu nous en dire plus pour ton amour pour ces terres hautes et ces plaines justement? Ma réponse n'a pas changé. Et en ce moment, puisque je ne vis plus en Haïti, c'est encore plus difficile de dire, de choisir, de mettre le doigt ou de choisir une chose. Mais je pense que pour moi, ce que tout ça me donne, les terres hautes, les plaines, la mer, c'est le sentiment de liberté que je ressens quand je vis là-bas. Et c'est pas quelque chose que je peux quantifier ou c'est tellement difficile de trouver des mots pour décrire ça. Mais je pourrais dire que avoir un territoire où tu peux monter extrêmement haut avec une température qui peut être, disons, à 5 ou 3 degrés, par exemple, par moment. Et puis, de l'autre côté de l'île, il peut faire très chaud, il peut faire 30 degrés et tu peux voir une diversité alors la faune et la flore, c'est tellement, il y a beaucoup de diversité aussi. Et aussi expérimenter différentes cultures à l'intérieur d'un même pays. Les gens du Nord, ils ne sont pas comme les gens du Sud. C'est toujours la même culture, mais il y a beaucoup de variations. Et je pense que c'est vraiment la diversité qui me fascine. La diversité dans le territoire et la diversité dans la façon dont les gens vivent la culture. Waouh! Et justement, est-ce que tu peux nous donner un petit exemple sur comment, par exemple, certaines personnes du Sud ou du Nord ou d'autres localisations en Haïti vivent la culture? Un petit exemple, si tu as en tête, bien évidemment. Oui, en effet, les gens du Nord, ils parlent le créole avec un accent qui est différent. C'est très musical, la façon dont ils parlent, c'est comme une musique, c'est comme une chanson. Il y a beaucoup de nomatopées, beaucoup d'intonations dans la voix. Et par contre, dans le Sud, les gens, ils parlent avec moins de musicalité et aussi, on peut parler de la nourriture. Les gens du Sud, il y a les choses qui sont leur spécialité et les gens du Nord ont leur spécialité, mais ces mêmes plats-là, ces mets, ils les préparent de manière différente et ils ont des noms différents. Il y a différentes variations aussi du même plat. Par exemple, les gens du Sud, ils préparent ce qu'on appelle le doukounou. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais le doukounou, c'est comme, je ne sais pas comment décrire. Est-ce que c'est comme une galette? Est-ce que c'est pas quelque chose à base de maïs, une galette à base de maïs, c'est ça? Ça peut être fait à base de plusieurs choses. Le maïs aussi, ça peut être fait
il y a plusieurs variations, comme je te l'ai dit. Par exemple, dans le sud et la Grand'Anse, qui sont un petit peu plus proches en termes de département, le Dukunu du sud n'est pas le Dukunu de la Grand'Anse. C'est encore du Dukunu, mais les gens peuvent faire ça avec du manioc et du maïs aussi. Mais c'est vraiment divers. Et par exemple, au Cap haïtien, le Cap ou le Nord, en général, le Nord, c'est connu pour la cassave. Mais il y a différents types de cassave. Et les gens de la Grand'Anse, ils font de la cassave aussi, mais c'est différent. C'est plus épais, c'est plus épais, c'est plus grand. Et ça a un goût différent parce que les ingrédients sont un peu les mêmes, mais la préparation, c'est juste, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais c'est juste différent. Donc, en ce sens, quand je regarde la façon dont les personnes parlent, dont ils cuisinent, leurs échanges, ce à quoi ils accordent de l'importance et d'autres choses qui ne sont pas aussi importantes pour eux, ce sont des exemples que je peux te donner qui montrent que c'est vrai, c'est un seul pays, mais chaque région a leur propre particularité et qui les rend uniques. Ok, en tout cas, tu nous as donné un peu l'eau à la bouche dans ta réponse, par rapport à ta réponse. Et on va continuer du coup sur la même lancée. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment pour échanger sur ton amour pour les mangues? Il faut savoir que Haïti possède une centaine de variétés de mangues. Quel est ton top 3 favori et pourquoi? Cette question est difficile. Parce que oui, j'aime beaucoup les mangues. Je suis obsédée des mangues. Euh, je, je pense que je n'ai toujours pas goûté à toutes les mangues, toutes les variétés qui existent en Haïti. Je pense que j'ai goûté à une dizaine, mais mes mangues préférées numéro un, c'est Mango Baptiste. C'est comme une mangue qui est petite mais assez ferme. Ça peut avoir la texture d'une carotte, mais c'est comme une carotte bouillie un peu. Et c'est très, très, très bon. C'est ferme, c'est bon, c'est très juteux. Et la deuxième, je pense que Mango Baptiste, je ne suis pas sûre de quelle région que ça vient. Mais une chose que je sais, c'est que c'est difficile à trouver. C'est une variété qui est plus ou moins rare. La deuxième, on l'appelle en créole Mango Hill. Ça vient de la Grand'Anse. C'est tout petit. C'est de la grosseur d'un... c'est plus petit que mon poing. C'est plus petit que mon poing. C'est plus petit que... Je ne sais pas quel exemple que j'aurais pu prendre. Mais c'est plus petit que mon iPhone. C'est comme mon iPhone, c'est 3 fois plus grand qu'une mangue île. Et ce qui est particulier, c'est qu'elles sont petites et très, très juteuses, mais elles ont de l'alcool. Tu peux te saouler si tu manges 5 à 10 de ces mangues-là. Et tu ne peux pas les garder hors de la lumière pendant trop longtemps ou enfermées parce qu'elles se transforment en alcool automatiquement. Donc, la fermentation, c'est tellement rapide avec ces mangues-là. Et je me demande si vraiment on ne pourrait pas développer un produit avec comme une boisson alcoolisée avec, mais ce serait vraiment bien. Donc, c'est une mangue qui a beaucoup, beaucoup d'alcool et qui se fermente facilement. Et c'est très petit. Donc, tu manges beaucoup parce que tu sens que c'est pas... dans ma bouche, je peux en mettre au moins 7 ensemble. Donc, quand tu les manges, puisqu'elles sont petites, tu ne réalises pas que tu en consommes une grande quantité, mais tu peux te saouler. Et je pourrais dire, en troisième lieu, c'est pas la mangue que je préfère manger, mais je pourrais dire que c'est elle que j'utilise le plus. On l'appelle mango francique. Et une chose que j'ai appris à l'école quand j'étais en 4e année de primaire, mon professeur de créole nous a expliqué que durant le temps de la colonie, la mangue qu'on appelle mango francique en créole, c'est parce que c'était les colonisateurs, quand ils sont venus, ils ont goûté cette mangue-là et ils ont beaucoup aimé parce que c'était tellement sucré. Donc, c'est comme ils voulaient appeler ça du franc sucre, comme F-R-A-N-C, et puis sucre, du franc sucre.
Maintenant, le mot en créole, c'est francique. Avec S-I, c'est avec S-I-K. OK. Les mangues franciques ne sont pas mes préférées, mais je les aime beaucoup parce que c'est la mangue qui est la plus populaire en Haïti. C'est la plus facile à trouver. Et on les trouve depuis le début de la saison jusqu'à la fin de la saison et on les trouve hors de saison aussi. Et elles sont plus faciles à trouver et ce sont des mangues que tu peux utiliser pour faire des salades, du jus et plein d'autres choses, mais elles sont plus faciles à trouver. Donc, j'ai appris à les aimer parce que c'était les plus faciles à trouver. Donc, pendant l'année, je mange plus de mangue francique que tout. Je consomme plus de mangue francique que tout. Donc, oui, je pense que j'ai dit les trois. Mais vraiment, les mangues, c'est mon amour. Merci beaucoup, Anne, parce que dans cette première partie, tu nous as permis de mieux te connaître, en tout cas d'apprendre à te connaître et surtout d'avoir plus en détail ton lien avec une terre qui t'est très chère, qui est Haïti. Et l'année dernière, alors que tu retournais en Haïti suite à un voyage à l'étranger, tu as dit quitter ton pays contre ta volonté. Je sais que ce ne sera pas évident forcément d'en parler, mais peux-tu revenir sur cette période de ta vie et surtout comment toi, Anne, tu l'as vécu personnellement? Peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Alors, oui, cette année, en effet, je suis retournée en Haïti après avoir... c'est comme je n'avais pas planifié de laisser le pays et les circonstances ont fait que j'ai dû laisser le pays. Et mon absence a vraiment ouvert mes yeux sur beaucoup de choses que j'appréciais déjà, mais j'ai appris à les apprécier encore plus parce que je n'avais pas choisi de laisser le pays suite à tout ce qui s'était passé en Haïti. J'ai perdu ma maison et tout, mais ça m'a brisé le cœur, mais ça n'a jamais changé le sentiment que j'avais, l'amour que j'ai pour cette patrie, pour les gens et pour tout. C'est vrai que ça me dérange et je veux faire de mon mieux, de mon côté, pour contribuer, pour que quelque chose change. Mais quand je suis retournée au pays, j'ai senti qu'il n'y a aucun endroit au monde où je vais me sentir comme je me sens en Haïti, comment je me sens la personne que je suis. C'est comme, je sens que tout est possible et que il y a le sentiment de liberté dont j'ai parlé tantôt qui revient à chaque fois. Et c'est comme ça que j'ai vécu ça. J'ai goûté à la liberté qui était un petit peu différente parce que les circonstances sont beaucoup plus difficiles qu'avant. Mais c'est la culture, le système, le train de vie, c'est vraiment ça. Ça donne, on travaille très dur, nous les Haïtiens, nous sommes très débrouillards et tout. Et on travaille même un peu trop. Mais il y a cette liberté-là qui vient avec la vie là-bas. Et c'est ce à quoi j'ai goûté un peu quand je suis retournée au pays. Et ça a été très libérateur pour moi. Aujourd'hui, avec le recul que tu as, comment tu dis que tu vois les choses différemment, mais comment cette phase de coupure par rapport à ton pays de naissance, par rapport à ton pays là où tu as grandi, tu as passé de belles années, comment tu vois et que tu envisages les choses à venir? Ça, c'est une question assez difficile, mais un sentiment qui ne me quitte jamais, c'est le sentiment d'espoir et aussi le devoir de travailler pour le changement et avec de grandes ou de petites actions, que ce soit en commençant des conversations
sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans mon travail que je fais derrière la scène pour contribuer à ce changement-là. Mais oui, je pourrais dire l'espoir et le devoir pour ma patrie, pour, comment je pourrais dire ça? Donner toutes mes ressources pour que quelque chose change. Et c'est là où je suis, c'est ce qui m'aide à me réveiller tous les matins parce que il y a cette conviction que j'ai en moi qui fait que je sens que mon but dans la vie, c'est rattaché à ce pays-là. C'est vrai que comme le fait que je sois haïtienne, c'est pas toute mon identité, mais pour moi, ce qui fait que dans mon cas, je parle beaucoup de ça, c'est parce que c'est rattaché à ma mission dans la vie. Et donc, ça prend une grande partie de ma personne, certes, mais je sens ce devoir, le devoir que j'ai de vraiment rallier la communauté haïtienne pour qu'un changement se fasse, pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse travailler pour avoir une meilleure Haïti et qu'on puisse créer quelque part où mes enfants, parce que j'ai pas encore d'enfants, mais je veux un jour que mes enfants puissent vivre les choses que j'ai vécues ou encore mieux que ça, mais au pays. Donc, je veux pouvoir vivre au pays avec ma famille et c'est pour ça que je travaille. Donc, c'est comme ça que je me sens en ce moment maintenant que je ne suis plus au pays. C'est moi qui ai quitté, j'ai dû quitter le pays, mais le pays ne me quitte jamais. Waouh, quelle belle citation, quelle belle phrase. Et puisque ce pays ne te quitte jamais, on a pensé à quelques questions signatures propres à la CAI. Et il y en a quelques-unes. Et la première d'entre elles est, si tu avais un aspect, mais un aspect propre à la culture haïtienne à promouvoir, ce serait lequel? Un aspect, le principe de combit. Pour moi qui aime voir les gens se mettre ensemble pour travailler, pour atteindre un objectif, le principe de combit, c'est quelque chose qui est entré dans notre culture et comme on a parlé tantôt de la vie en dehors et comment j'aime ça. Donc le principe de combit, c'est comme un consortium ou encore un petit groupe de personnes qui c'est souvent des fermiers ou aussi des femmes. C'est juste les gens de la communauté qui viennent ensemble pour aider quelqu'un à faire une récolte, à faire la récolte. Donc, par exemple, lundi, tout le monde va chez Juliette. On fait la récolte dans le jardin de Juliette. Mardi, tout le monde vient chez Anne. Mercredi, tout le monde va chez Jean. Et jeudi, tout le monde va chez Marie. Et au final, tout le monde finit par avoir de l'aide dont il a besoin pour faire la récolte. Donc, s'il y a quelque chose de la culture haïtienne que je veux vraiment promouvoir, c'est le principe de combit parce que je crois fortement dans le pouvoir que la communauté a. C'est quelque chose que je crois fermement qu'on est créé pour vivre en communauté. Et quand on utilise toutes les ressources qu'il y a dans notre écosystème, ça nous met, je pourrais dire, 20 pas en avance. Et on peut vraiment réussir. Et tout le monde peut réussir ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux sentir quand tu viens sur ma page dans les réseaux sociaux. C'est comme une grande combine. C'est comme... J'ai des opportunités de travail, des opportunités pour le développement professionnel, le développement personnel. Je vais toujours les partager et je veux aussi créer cet espace-là pour que les gens puissent partager leurs ressources, pour que tout le monde puisse trouver ce dont il a besoin pour réussir dans la vie, haïtien ou pas, mais surtout les Haïtiens. Et oui, c'est cet aspect-là, l'aspect de combit. Wow. Et toujours sur cette continuité, est-ce que tu as un proverbe haïtien préféré? On sait que des fois la vie d'en dehors est rythmée de conversations, de jeux traditionnels, de discussions longues et surtout profondes avec les différentes personnes qu'on rencontre. Mais est-ce que tu as un proverbe que tu as sur le cœur et qui
qui te suit et auquel tu t'identifies justement? J'aime beaucoup de proverbes. Mais l'un de mes proverbes préférés qui encore va faire beaucoup de sens par rapport au principe de combite dont j'ai parlé tantôt, c'est « mets un pile chai palou ». Ça veut dire que quand on se met ensemble, tout est possible. Ou bien on peut faire beaucoup plus de choses quand on se met ensemble. Donc, ça ramène toujours au pouvoir de la communauté. Waouh, on adore ce proverbe. J'adore aussi ce proverbe, mais en pile chai. Celle-ci, on la pose à l'ensemble de nos invités. Un repas, un plat haïtien, typiquement haïtien, que tu aimes le plus. C'est pas un plat, mais j'aime beaucoup l'abapin. C'est comme, je ne sais même pas comment on appelle ça en français parce que, oui, mais c'est l'abapin, c'est comme, c'est petit. C'est le fruit à pain. En français, on dit fruit à pain. Ok, c'est fruit à pain. Oui, j'aime beaucoup l'abapin et j'aime beaucoup les frescos. Donc, c'est pas un plat, mais c'est des choses que j'aime beaucoup. Ok. Et pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer en quelques secondes ce que c'est que le fresco? Le fresco, c'est une boisson, je pourrais dire, qui est faite de glace. C'est comme de la glace qu'on écrase et qu'on pulvérise. Oui, qu'on pulvérise et on utilise quelque chose. C'est de la glace gragée et on fait un sirop qu'on verse sur la glace et oui, et on boit avec. Je ne sais pas si je devais identifier ça à un dessert ou une boisson pour le goûter, mais oui, c'est très sucré. Et il y a plusieurs saveurs. Il y a des sirops qui sont faits à base de grenadilla, de citron, de mangue, de noix de coco. Il y a plusieurs saveurs. Mais oui, c'est ça le fresco, c'est de la glace pulvérisée, de la glace gragée avec du sirop. Et aussi, nous les Haïtiens, on met parfois de la pistache dans notre fresco. Ah, particularité typiquement d'Haïti. Et ouais, super. En tout cas, tu me donnes de l'eau à la bouche. Ce voyage, cette écoute est presque terminée. Est-ce que Anne, tu as quelque chose à rajouter, un point que tu voulais soulever, qu'on n'a pas abordé et que tu voulais apporter, ajouter à ce numéro, à cet épisode? Je vais finir pour dire que nous, les Haïtiens, nous n'avons pas le choix que de nous mettre ensemble parce que ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir rebâtir notre pays et notre nation aussi parce qu'en ce moment, il y a des Haïtiens partout dans le monde qui ont dû laisser chez eux pour aller refaire leur vie ailleurs. Et je pense que ce qui fera toute notre force, c'est vraiment de mettre nos efforts ensemble pour pouvoir atteindre nos objectifs en tant que nation. Et qui encore la liberté, et notre drapeau le dit, l'union fait la force. Donc il faut vraiment s'unir pour notre pays. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je vais toujours répéter et que tu vas toujours retrouver dans tout ce que je dis. L'union encore. Merci beaucoup, Anne. Surtout de finir sur cette touche pleine d'espoir, pleine de positivité, pleine de force, de courage. Et surtout, un rappel aussi que, comme tu l'as dit, que ensemble, on est plus fort. Et c'est véritablement ce que je retiens de ce temps partagé ensemble. Merci pour ta disponibilité, merci pour ta simplicité. Et on se dit à bientôt. Prends soin de toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.